Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je me présente, Françoise Paquette. Je suis directrice des relations gouvernementales au Conseil québécois du commerce de détail. Donc, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire portant sur la révolution des emballages qui a été organisé par le Conseil québécois en partenariat avec Éco-entreprise Québec. Comme on le sait actuellement, la crise que nous traversons a définitivement eu un impact sur les habitudes de consommation et engendré également des comportements, des changements de comportement au niveau des consommateurs en lien avec les emballages. On pense par exemple à toute la question de l'augmentation des achats en ligne qui, du coup, a créé un impact sur les emballages, une augmentation au niveau des emballages de transport. On peut penser, par exemple, à une augmentation de la demande de la part des consommateurs, entre autres pour les produits emballés. On pense également aussi à toute la question de la hausse de la consommation des produits à usage unique, alors que nous tentions un peu de mettre fin et de réduire de beaucoup les emballages à usage unique. Donc, bref, beaucoup de changements au niveau des emballages là, au cours des derniers mois. Donc, je suis accompagnée dans le cadre de ce présent webinaire de Mme Geneviève Dionne, qui est directrice en éco-conception et économie circulaire chez Éco-entreprise Québec, qui, justement, agira comme conférencière dans le cadre du présent webinaire pour vous donner un peu le topo, à savoir quels sont les impacts que la pandémie a justement engendré sur les emballages. Geneviève est en poste chez Éco-entreprise Québec depuis maintenant 2010. Elle gère une équipe de 4 personnes qui sont dédiées à la formation et à l'accompagnement des entreprises en éco-conception des emballages. Donc, je pense qu'on est en très bonne main avec Geneviève pour ce webinaire. Je suis également accompagnée de ma collègue Vanessa Lamétrie. Vanessa, qui est coordonnatrice de projet au Conseil québécois et qui va agir pour la portion des questions durant la conférence. Je vous rappelle, côté fonctionnement, la durée du webinaire est de 1 heure, donc le tout sera divisé en 2 portions. La première portion sera consacrée à la présentation de Geneviève et devrait durer environ 35 minutes. Et on poursuivra dans la deuxième partie avec la période des questions. Donc, avant de laisser la parole à Geneviève, Vanessa, je vais te demander si tu peux donner quelques instructions sur le fonctionnement des questions pour ceux qui seraient peut-être moins familiers avec la plateforme. Donc, oui. Vanessa. Oui, bonjour à tous les participants. Vous allez avoir 2 options pour poser vos questions. La première option, ce sont les questions à l'écrit avec l'outil qui se trouve en bas de votre écran, l'outil questions-réponses. Durant toute la présentation de Geneviève, vous allez pouvoir poser vos questions, puis à la fin, je vais lui poser directement à l'oral. Par contre, si vous avez des questions un peu plus compliquées ou que vous désirez les poser à l'oral, faire un échange avec Geneviève, vous avez l'option main levée également en bas de votre écran. Donc, durant la période de questions, à la fin, je vais pouvoir activer votre micro grâce à cette main levée. Voilà, bonne conférence à tous. Je donne la parole à Geneviève. Merci. Alors, merci Françoise, merci Valérie. Comme on a un 35 minutes et que je vous ai amené un maximum d'informations, on va commencer tout de suite pour vous laisser le temps de pouvoir poser quelques questions. Donc oui, l'objectif aujourd'hui, c'est de parler de l'emballage en évolution et même en révolution avec une situation de crise sanitaire. D'abord, juste, ce n'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui, mais je pense que c'est quand même important de savoir là, où je me situe. Donc, je travaille chez Éco-entreprise Québec. Comme Françoise le mentionnait, on est un OBNL privé agréé par le gouvernement du Québec et on représente les entreprises qui mettent sur le marché les produits emballés, les imprimés, dans leur obligation de financer les coûts nets municipaux de collecte sélective. Rapidement, pour vous situer, moi, qu'est-ce que je fais avec l'équipe? Regardez le cercle mauve, repenser les emballages, la mise en marché et la distribution. On se concentre beaucoup en amont. On travaille beaucoup à faire de l'éco-conception et de l'accompagnement d'entreprise. Je vais en parler un petit peu à la fin. Donc, on prend un pas de recul avant 2020. Ça fait plusieurs années qu'on développe chez Éco-entreprise Québec des outils et une offre de services pour accompagner mieux les entreprises en éco-conception.
et on était vraiment sur une lancée avec un contexte qui était vraiment en bouleversement. On avait une industrie du recyclage qui vit une crise encore en date d'aujourd'hui. Les problématiques environnementales, on a vraiment eu un éveil de la conscience populaire dans les dernières années. C'est ce qui faisait en sorte qu'on avait beaucoup de pression sur l'emballage. Donc, je vous amène quelques statistiques ici qui viennent du Royaume-Uni. Donc, ce qu'on voyait beaucoup, c'est que les gens étaient, pour la majorité, très préoccupés par l'emballage de plastique. Et c'est ce qui fait que dans le schéma de droite, de plus en plus de consommateurs disaient à leur marque, aux entreprises avec lesquelles elles étaient fidèles, qu'elles étaient prêtes à faire un changement d'entreprise s'il n'y avait pas d'efforts qui étaient faits au niveau de l'éco-conception d'emballage. Ce qui fait en sorte que de 2018 à 2019, si vous regardez à gauche de l'écran, 100% des entreprises, des détaillants dans le domaine de l'alimentation, c'est sûr que c'est le segment de marché le plus visé. On va parler de vos segments de marché à vous aussi, là, avec d'autres exemples. Mais ont pris des engagements au niveau des emballages de plastique pour réduire ce qui n'était pas nécessaire, travailler aussi sur l'empreinte carbone. On a vu, évidemment, au Québec, comme partout ailleurs, des entreprises et des détaillants qui ont commencé à vouloir réduire l'emballage à usage unique de courte vie et à offrir des façons de consommer différemment, entre autres en ramenant ces contenants réutilisables. Est arrivé 2020, une nouvelle décennie. Avec cette décennie qu'on amorce, est arrivée aussi, malheureusement, une situation de pandémie et de crise sanitaire. Et ça a évidemment beaucoup bouleversé nos comportements. On s'est senti d'abord et on se sent encore très vulnérable par rapport à cet ennemi invisible qui rend toute forme de manipulation, de comportement et d'individus suspects. On peut penser que la COVID se retrouve sur n'importe quelle surface ou que n'importe quel individu qu'on côtoie pourrait être porteur du virus. Donc, ce qui fait que ça vient nous préoccuper au niveau de la salubrité. Ça bouleverse nos habitudes de vie et nos valeurs. On n'est pas habitué, comme l'image le présente, de faire la file à l'extérieur. Et c'est sûr que certaines initiatives comme les sacs d'emplettes réutilisables ou le retour de contenants chez les détaillants alimentaires ont été mises en veilleuse. On a participé à un sondage de Léger qui sonde la population de façon hebdomadaire avec LG2, dans lequel on a questionné en fait les habitudes de consommation. Et je vous amène quelques statistiques qui vont vous intéresser. Actuellement, l'étude n'est pas disponible. C'est des choses qui vont sortir un peu plus tard parce qu'on est déjà en train de faire un troisième sondage avec d'autres questions. En fait, ce qui est intéressant ici avec le commerce électronique, c'est que pour la majorité des consommateurs, qu'ils aient fait leur premier achat ou qu'ils aient commencé à en faire davantage, pour la majorité des Canadiens, ils veulent maintenir l'utilisation de services d'achat en ligne. Donc, je pense que c'est un message fort qui est lancé à l'industrie. Et c'est d'ailleurs ce que le professeur émérite Henri-Paul Rousseau mentionnait sur les ondes de Radio-Canada la semaine dernière, comme quoi il y aurait 3 grandes révolutions qui nous touchent actuellement. Évidemment, le choc démographique avec le vieillissement de la population, l'ère du numérique et les bouleversements de la crise écologique. On a aussi évidemment, le mouvement zéro déchet qui était sur son élan, les aires de vrac. Donc, on a des consommateurs qui ont été fragilisés dans leurs habitudes de consommation. Si vous regardez le deuxième énoncé, 29% des répondants se sentent coupables que les produits en vrac se retrouvent en date d'aujourd'hui pour la majorité emballés en raison de la situation de la crise sanitaire. Ce n'est pas la fin du zéro déchet et du mouvement en vrac. On va voir un petit peu plus loin ce qu'il faut faire. En fait, ce que ça révèle, la COVID, c'est qu'on a énormément de manipulation de produits et l'effort qu'il va falloir faire au niveau de ce mouvement où on veut déballer certains produits, c'est d'essayer de réduire le plus possible les manipulations du détaillant, mais aussi du consommateur. On a aussi dégagé des tendances sur le plastique à usage unique et l'utilisation, entre autres, de sacs réutilisables. Si vous regardez l'énoncé du bas de la diapositive, 40% des répondants, une baisse du nombre de personnes qui ont amené à chaque fois leur sac réutilisable. Il faut aussi savoir que certains détaillants ont arrêté d'accepter les sacs réutilisables. Certains disaient, si vous les utilisez, vous allez emballer vous-même vos emplettes. Et comme on avait éliminé énormément le sac de plastique, on s'est retrouvé à consommer beaucoup de sacs de papier pour ceux qui ne pouvaient pas utiliser leur sac réutilisable. Et encore une fois, pourquoi le sac réutilisable est ciblé plus que le sac à usage unique?
bien, c'est parce qu'il vient de la maison. Donc, on amène un emballage de la maison ou un sac. Et finalement, pour un détaillant, c'est comme si on augmentait finalement le risque de pouvoir réintroduire un virus si on était contaminé ou asymptomatique. Parce que le virus peut aussi se retrouver sur un emballage à usage unique de courte vie. L'emballage à usage unique ou réutilisable peut être les deux une source de contamination ou de protection. Finalement, pour l'achat local et le commerce de proximité, c'est super intéressant. On n'a jamais vu le gouvernement autant vouloir pousser l'achat local et le commerce de proximité. 18% des Canadiens ont acheté pour la première fois ou plus souvent des produits locaux et la majorité disent vouloir continuer à le faire. Et l'enjeu, je vous dirais, au niveau du commerce local et de proximité, c'est qu'il y a peu de balises qui existent sur la communication. Est-ce que c'est fait localement? Est-ce que ça a été pensé localement? Est-ce que c'est dessiné localement? Est-ce que c'est fabriqué localement? Est-ce que ça l'a poussé localement si on parle d'un aliment? C'est toute une forme de questionnement qui vont devoir amener finalement une précision au niveau de la communication de l'achat qu'on veut faire le plus local possible. Évidemment, l'emballage est un symbole qui peut nous amener à avoir un produit qui est protégé d'une agression externe comme un virus, comme la COVID. Mais c'est certain que la crise sanitaire, c'est surtout un révélateur, comme je le mentionnais précédemment, des manipulations qu'on fait au quotidien. Des aliments, des emballages, on touche des portes, on touche des tables. Donc, là, on est en train de vouloir décontaminer tout. Et récemment, ce qu'on se faisait dire, c'était de nettoyer finalement les emballages de nos produits avant de les ranger parce qu'on suspectait que les surfaces pouvaient conserver des traces de virus pendant soit plusieurs heures ou plusieurs jours. Mais on n'est pas certain, encore une fois, de la contamination par manipulation ou par surface. Il y a aussi des tendances qui ont été dégagées au niveau de l'industrie de l'emballage, à savoir qu'il y a certains secteurs d'activité où l'emballage va être en forte hausse. On l'a mentionné dans le domaine de l'alimentaire, il est en forte hausse. Par contre, on voit des baisses au niveau de la consommation dans certains secteurs de produits, ce qui fait en sorte que les entreprises sont aussi en train de revoir leurs emballages. Et quand on regarde du côté des tendances, qu'est-ce que le consommateur cherche quand il cherche un produit et son emballage, bien, on voit que l'enjeu de durabilité, l'aspect écologique est encore important, mais ce qu'on voit qui prend de l'ampleur, c'est l'aspect de salubrité, c'est aussi le commerce en ligne, comme mentionné précédemment. Sans vouloir en parler de long et en large, il y a d'ailleurs un webinaire qui s'organise à la fin de la semaine avec la DGMR-CQ sur l'impact de la COVID pour la collecte sélective, le système de recyclage et la consigne, mais seulement pour mentionner, parce qu'on voit beaucoup l'emballage réutilisable ou le commerce en vrac est affecté par la COVID. C'est la même chose aussi dans l'industrie de la collecte sélective, parce qu'un emballage qui est trié ou un emballage qui est conditionné en granules, par exemple, de plastique pour être vendu pour en fabriquer d'autres produits est aussi vu comme suspect, parce qu'on parle d'un matériau qui a été conditionné, donc un matériau auquel on veut donner une deuxième ou une troisième vie. Alors, il y a aussi des enjeux de ce côté-là. Et ce que l'industrie demande, entre autres, aux instances gouvernementales, c'est des appuis en termes de politique, de réglementation ou même financiers pour encourager l'industrie à rebondir et pouvoir finalement boucler cette boucle qu'on veut boucler. L'emballage, pour ou contre, c'est vraiment une question qu'on se posait dans les derniers temps parce qu'on voyait vraiment les gens vouloir éliminer le plus possible l'emballage non nécessaire. Mais on se rend compte avec une situation comme celle qu'on vit actuellement que l'emballage, finalement, possède des avantages, évidemment, de préservation et de conservation des produits, mais il y a aussi des fonctions liées aux enjeux de santé et sécurité. Il y a aussi à penser, par exemple, à des produits chimiques. L'emballage permet de nous préserver contre des déversements ou des émissions qui pourraient être nocives pour la santé ou l'environnement. Donc, l'emballage, il joue un rôle. Ce qu'il faut, c'est de bien le penser et de faire le choix du juste emballage. Les fonctions de base de l'emballage, qu'on appelle les critères traditionnels, c'est que l'emballage sert à donner de l'information, à faciliter les manipulations, transporter, distribuer un produit, mais l'aspect sécuritaire a toujours fait partie du cursus de l'emballage. Mais quand on parle d'éco-conception d'emballage, ce qu'on vise à faire, si on fait une modification dans notre emballage, c'est surtout pas à augmenter le gaspillage d'un produit qui
seraient périssables. Des aliments, mais on peut penser à des produits hygiéniques, on peut penser même à des produits nettoyants quand on n'a pas d'agent de conservation. Ce sont aussi des produits qui ont des dates de péremption. Donc, l'objectif de l'emballage, c'est vraiment de répondre à ces fonctions de base. Donc, l'emballage, on le réfléchit surtout pour un produit qu'on a besoin de préserver. Et quand on parle d'éco-conception, on essaie aussi de revoir le système d'emballage complet. Donc, l'emballage qu'on met sur les tablettes, mais aussi l'emballage qui nous sert à la livraison, à la distribution ou à l'entreposage. Ce n'est pas parce qu'on vit une crise actuellement sanitaire qu'il est impossible de faire des changements d'emballage et d'en éliminer des composants. Je vais vous en donner des exemples. Puis, pour terminer sur cette diapositive-là, c'est surtout de mentionner que c'est l'expérience utilisateur. Actuellement, ce qui est brisé, c'est le lien de confiance. Il faut redonner confiance envers notre consommateur, notre citoyen, que le produit, que notre commerce, que l'expérience qu'on va offrir d'achat, que ce soit en ligne ou en magasin, soit finalement ait pris en compte, en fait, les enjeux de santé et sécurité à tout azimut. Et quand on parle de la fin de vie de l'emballage, c'est de comprendre que votre emballage, quand vous le concevez pour votre produit, que ce soit une boîte pour une chaussure ou un sac pour protéger un vêtement qui pourrait être fragile, vous le concevez et vous le pensez, votre emballage, pour votre produit ou pour votre entreprise. Mais ceux qui s'occupent de votre emballage, entre guillemets, en fin de vie, ceux qui veulent le récupérer, le trier et le recycler pour lui donner une deuxième et une troisième vie, eux réfléchissent en matériaux. Ce qu'ils veulent aller chercher, c'est un matériau qu'ils doivent décontaminer s'il est contaminé pour aller chercher le maximum de valeur. Donc, l'éco-conception, évidemment, vit certains effets par rapport à la crise sanitaire actuellement. Qu'est-ce que ça fait au niveau des stratégies d'éco-conception? Bien, c'est un révélateur de la pertinence de la notion de traçabilité et de transparence. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus sur les produits qu'on consomme. On veut savoir où il a été fabriqué. Hein? Quand on parle d'achat local, on veut savoir si vraiment ça a été fait, est-ce que le produit a réellement été pensé, dessiné, fabriqué à Trois-Rivières ou il n'y a seulement qu'une de ces étapes-là qui a été faite. Donc, on cherche à avoir plus l'heure juste. Et c'est la même chose au niveau des emballages. Donc, je vous mets l'exemple ici de la mayonnaise Hellmann's où vous allez trouver une foule de communications sur le changement d'emballage qui a été fait. Donc, le choix d'adopter un emballage fait de PET recyclé 100% post-consommation. Et on s'assume totalement chez Hellmann's. On dit même dans les communications, bien, on le sait, le contenant va être légèrement grisonnant. Il n'y aura pas la même transparence que celui qui était de résine vierge. Mais on vous garantit que la mayonnaise, elle est intègre, elle n'aura pas d'altération parce qu'on fait le choix de matière recyclée. Donc, on est vraiment dans une communication totalement transparente dans le choix de notre matériau. C'est sûr qu'il y a un révélateur au niveau de la situation de la COVID, c'est qu'il y a une interdépendance des marchés internationaux. C'est évidemment pas 100% des emballages, des produits qu'on retrouve sur nos tablettes qui sont pensés, conçus et fabriqués au Québec ou au Canada. Donc, c'est certain qu'on arrive des fois avec des enjeux de rupture de stock ou de délai pour recevoir soit des matériaux, soit des composants d'emballage. Donc, ça amène aussi la réflexion à réfléchir à l'emballage fabriqué localement, offert localement par un manufacturier québécois ou canadien. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi de regarder. Et c'est de travailler avec le fournisseur de votre emballage ou de votre composant d'emballage parce que c'est lui qui va vous aider à finalement faire les meilleurs choix pour votre produit. Quand on parle de conception optimale, repenser l'emballage avec ou sans crise sanitaire, c'est toujours possible d'alléger son emballage, d'éliminer des composants qui ne sont pas nécessaires. Si on pense à un tube de dentifrice, on pourrait repenser finalement la mise en marché des tubes de dentifrice, éliminer les boîtes. C'est déjà quelque chose qu'on retrouve sur d'autres juridictions, entre autres en Europe. Là, la majorité des dentifrices sont vendus sans boîte. Donc, c'est vraiment une étape qui ne mettra pas en péril l'intégrité du produit ou l'enjeu hygiénique. On retrouve toujours des opercules ou des seaux de sécurité, mais la boîte, ça peut devenir un emballage qui est non nécessaire. Donc, il y a aussi évidemment l'aspect logistique et transport. Ce qu'on encourage beaucoup les entreprises à faire, c'est à pousser finalement une forme de collaboration pour des emballages qui pourraient être utilisés ou qui pourraient être adoptés par le plus grand nombre d'entreprises d'un secteur d'activité sans finalement gêner la stratégie de différenciation qu'on cherche à faire parce que c'est sûr que chaque entreprise cherche à se distinguer des autres. Je vous mets finalement à gauche un rapport qui est sorti récemment
en fait, la semaine dernière chez Citeo, qui sont nos homologues français. C'est un guide pour la recyclabilité des emballages du segment de marché de la beauté, donc pour les produits d'hygiène et la cosmétique. Repenser l'emballage, c'est aussi repenser la mise en marché. On voit, si vous regardez l'image de gauche, c'est une image qui date depuis un certain temps, alors que celle de Nestlé est beaucoup plus récente. Mais ce qu'on voit poindre à l'horizon au niveau du commerce zéro déchet ou du vrac, et ce n'est pas seulement dans l'alimentaire qu'on pourrait réfléchir à ça, on pourrait réfléchir à ces dispositifs-là pour des produits de quincaillerie, pour des produits cosmétiques, pour des produits nettoyants, c'est de remplacer des allées de magasins, de commerce de détail par des infrastructures ou des installations qui permettent de mettre des produits sans emballage. Et quand vous regardez l'exemple de Nestlé à droite, où on teste le vrac actuellement en Suisse, en fait, le consommateur ne manipule pas le produit ni le détaillant. Donc, le produit, dans ce cas-ci, c'est du café et dans un silo opaque pour protéger aussi le produit de la lumière et de l'oxygène. Et en fait, on a des systèmes électroniques ou informatiques qui permettent d'aller doser la quantité de produits qu'on a besoin. Donc, ça réduit au maximum les manipulations du produit, ce qui permet d'assurer une salubrité. Mais quand on parle de zéro déchet avec des initiatives comme celle-là, on est vraiment à l'échelle d'un système industriel. On est moins dans le vrac qu'on essaie de faire pour le commerce au coin de notre rue. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on essaie d'éliminer tous les effets pervers ou les endroits où on peut voir des risques. Évidemment, le commerce électronique, c'est un peu un segment de marché qui fait naître une nouvelle forme d'emballage. Parce que, évidemment, ce produit-là, on doit le livrer si on avait l'habitude de le vendre en magasin. Donc, évidemment, ça démultiplie les emballages pour la livraison de produits. Donc, il y a des initiatives qui se font pour finalement venir un peu réduire là, ce gisement d'emballage-là. Donc, il y a d'abord des produits qui ont été conçus pour le commerce en vrac ou le commerce électronique d'abord et avant tout. Si on regarde celui de gauche, le détergent lessive, on parle d'un contenant qui est moins fragile, qui risque moins peut-être de casser s'il était bousculé lors d'une distribution. On parle d'un emballage qui est plus léger et on parle d'une empreinte environnementale qui est réduite. Évidemment, c'est un emballage qui est plus difficilement recyclable si on pense à la poche de plastique souple qui est à l'intérieur. Et si on regarde le produit de droite, qui est un produit qui a été développé au Royaume-Uni, c'est une bouteille de vin chez Garçon Wine. En fait, on a pensé à un produit fait pour la livraison, donc se faire livrer du vin à la maison, ça rentre dans une boîte aux lettres ou dans une fente d'une porte pour recevoir le courrier. Donc, c'est vraiment un produit qui est destiné à ce segment de marché-là. On a, et on sait que c'est des efforts qui se font et qui s'en viennent en Amérique du Nord. Ici, c'est un exemple qui vient de la Finlande, si je ne me trompe pas. C'est une enveloppe pour le commerce en ligne qui permet finalement de livrer un produit avec une enveloppe réutilisable à velcro. Donc, on reçoit le colis à la maison. On n'a même pas besoin de réaffranchir cette enveloppe-ci. On ne fait qu'à la redéposer dans la boîte aux lettres et hop, elle est envoyée au centre de distribution du courrier en Finlande. Elle est nettoyée, elle est vérifiée et prête pour finalement l'expédition d'un deuxième colis et d'un troisième, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'elle soit hors circuit parce qu'elle pourrait être trop abîmée. Donc, il y a vraiment des entreprises qui travaillent à cet effet-là. Et récemment, j'ai, évidemment, comme tout le monde, fait l'achat de produits en ligne. J'ai reçu une paire de chaussures pour un de mes fistons. Et ce que je trouvais intéressant, c'est de voir qu'ici, chez Nike, d'abord, on facilite l'ouverture de la boîte parce que ce n'est pas toujours le cas avec les emballages. Et on profite finalement de l'occasion pour nous parler du programme environnemental chez Nike, autant au niveau des produits que de l'emballage et de l'effort qu'on est en train de faire. Et comme on peut ne pas tout dire sur un emballage, on arrive à proposer un code QR pour avoir un complément d'information sur la démarche. Donc, c'est sûr que c'est intéressant de voir si on est obligé d'emballer le produit qu'on distribue, de réfléchir aux informations qu'on veut donner à notre consommateur avec lequel on a moins de liens directs. Il y a aussi la possibilité de travailler sur l'éco-ancrage. Ça peut paraître anodin, mais toute forme d'utilisation d'encre vient finalement alourdir et rendre plus difficile le recyclage, surtout au niveau des cartons, parce qu'il faut les désancrer. Donc, utilisation d'encre réduite ne veut pas dire emballage moins intéressant au niveau de l'œil.
Si vous regardez ici l'emballage du haut et l'emballage du bas, on a une réduction de presque 24% d'utilisation d'encre et on améliore la lisibilité de certaines informations seulement en réduisant l'utilisation de verre. Et il y a un guide qui a été développé encore une fois chez Citeo par nos homologues qui peut vous aider et vous donner des pistes sur comment réduire l'utilisation d'encre dans l'impression de vos emballages ou même de vos dépliants. Au niveau de la fin de vie de l'emballage, il y a plusieurs initiatives qui ont cours. Évidemment, on veut réutiliser l'emballage quand c'est possible ou le remplir. Le recycler parce que tout emballage, même réutilisable, aura une fin de vie utile, donc devra éventuellement être recyclé. Et composter lorsqu'on parle d'un emballage qui peut être très, très souillé et impossible à recycler. Je vous donne des exemples ici. En bas, vous avez Walmart. Et Walmart est un détaillant qui a énormément de pouvoir. Chez Walmart, on a le Recycling Playbook. Donc, ce sont des lignes directrices pour donner de l'information aux manufacturiers qui veulent continuer de faire affaire avec Walmart sur quel type de matériaux utiliser, quel type de matériaux sur lesquels il faut faire attention et qu'est-ce qu'il faut éviter à tout prix si on veut que nos produits se retrouvent chez les tablettes chez Walmart. Mais Walmart va plus loin que ça. Walmart a des exigences supplémentaires pour ceux qui font les marques privées chez Walmart. Et la recyclabilité pour Walmart, c'est d'amener une communication aux consommateurs parce que c'est bien d'avoir un emballage fait de recyclé et recyclable, mais si l'information n'est pas claire et elle n'est pas fournie aux consommateurs, bien, ça se peut que le geste de tri ne soit pas fait et ne soit pas le bon. D'autres exemples en haut ici, chez Barilla, puis c'est un segment de marché où on trouve souvent des emballages avec des fenêtres. Bien, récemment, on a commencé à éliminer les fenêtres sur les emballages de Barilla. Donc, on a un emballage qui est monomatériau. On a éliminé le petit plastique et on donne une communication « No more plastic window ». Donc, c'est un des changements qui peut avoir l'air anodin, mais qui peut avoir un levier très intéressant au niveau de la recyclabilité de notre emballage. Et je termine en haut à gauche. Je vous ai mis le lien aussi, vous irez voir. C'est un projet qui s'appelle le Holy Grail. Ce que ça vise à faire, c'est de façon incognito, c'est de placer finalement un portefeuille. C'est un peu le passeport de l'emballage. Donc, on retrouve une face cachée, une forme de code barre qui pourrait permettre en centre de tri la lecture de la composition des matériaux de l'emballage. Donc là, on est dans l'intelligence artificielle. C'est vraiment une tendance qui s'en vient au niveau de cette industrie-là. Recyclabilité, je veux passer rapidement, mais je veux quand même vous mentionner que oui, c'est le choix de matériaux de votre emballage, mais plus vous simplifiez la conception de votre emballage, plus vous réduisez les étiquettes, les cols, les bouchons, les opercules, les encres, les pigments, ou si vous faites le choix d'utiliser des pigments, des cols, bien, de concentrer ces efforts-là peut-être simplement sur l'étiquette et d'essayer de garder votre emballage le plus, entre guillemets, pur possible, c'est sûr qu'on améliore le potentiel de recyclabilité. Une bouteille qui est transparente, on peut faire une granule grade alimentaire et faire un pot de mayonnaise Hellman. Si on a un pot de mayonnaise qui était noir initialement, bien, un plastique noir, c'est impossible à décolorer quand on parle de recyclage mécanique. Donc, on est obligé de penser à d'autres scénarios de vie que de refaire un contenant avec ce plastique-là. Il y a aussi, évidemment, au niveau du compostage et de la biodégradabilité, une perception de la part des consommateurs qui est très forte et positive sur le fait que c'est très vertueux de penser un emballage ou un produit biodégradable ou compostable, mais on a vu ce qui s'est passé avec les lingettes humides désinfectantes où les gens se sont mis à les mettre dans les toilettes et on a bouché les aqueducs de plusieurs municipalités au Québec. Même si c'est inscrit biodégradable sur l'emballage de ces lingettes-là, les infrastructures d'égouts et d'eau usée au Québec ne sont pas faites pour traiter ce type de lingettes-là. C'est la même chose avec nos infrastructures au niveau du compostage. Elles ne peuvent pas accepter toute forme d'emballage qui se proclamerait compostable ou biodégradable. C'est une filière qui a d'abord et avant tout été conçue pour aller valoriser les résidus de table ou les résidus verts et un peu de carton et de bois. Donc, il faut faire attention de pousser vers cette innovation-là et de tomber dans le même piège qu'avoir un emballage très complexe à recycler et finalement qui n'est pas recyclable non plus. Donc, on est en train d'amorcer une réflexion chez Ecoentreprise Québec. C'est un travail qu'on fait aussi avec des consultants à l'externe qui sont experts là, dans le compostage et la biométhanisation. Ce qu'on cherche à savoir, c'est
qu'est-ce qui pourrait être accepté au niveau des filières au Québec et qu'est-ce qui est finalement un contaminant dans la filière du compostage, au même titre qu'on cherche à identifier les contaminants dans la filière du recyclage. Au niveau de la communication, qui est la dernière stratégie, évidemment, puis je le mentionne aussi au passage, la loi sur l'économie circulaire qui a été votée en France, le projet de loi est maintenu malgré la situation de la COVID actuellement. Donc, les entreprises doivent continuer leurs efforts de réduction et d'élimination de certaines formes d'emballage de plastique à usage unique de courte vie. Mais ici, je vous mets finalement, on revient entre autres avec le phénomène d'éco-blanchiment ou de greenwashing, où ici, on avait des verres probablement en polystyrène qui sont faits pour d'abord et avant tout un simple usage. Et on a des entreprises qui commencent à apposer la notion de réutilisable sur les emballages parce qu'ils veulent pouvoir permettre de continuer de vendre des produits qui seraient bannis avec ce projet de loi-là. Donc, il faut faire attention. Il y a des groupes qui continuent de suivre ça et qui dénoncent les entreprises, là, finalement, qui tentent de passer des messages un peu mensongers. Donc, ici, je reviens avec les 7 péchés d'une communication mensongère. Donc, si vous faites un produit local, bien, précisez qu'est-ce qui est local dans votre produit. Si vous avez un emballage fait de recyclé, allez vérifier ce contenu recyclé-là, est-ce qu'il est post-consommation? Il faut aller jusqu'au bout. Et si vous avez des questionnements à ce niveau-là, contactez-moi ou mon équipe, ça va nous faire plaisir de vous aider à ce niveau-là. À droite, en fait, c'est juste pour vous donner une tendance qu'on voit aussi au niveau de la communication. Ici, c'est un rapport de développement durable d'une compagnie qui fait un lait d'avoine. Et ce qu'on voit, là, c'est « slightly worse than last year ». Donc, l'entreprise, elle est cohérente et elle est transparente. Elle dit « ouais, finalement, nos efforts sont un petit peu moins positifs qu'on pensait et on a fait un petit peu moins bien que l'année dernière ». Donc, on le communique, on est transparent et honnête. Ici, juste pour vous donner un exemple de ce qui pourrait être réfléchi, ça a été fait pour l'alimentaire, mais ça pourrait être fait pour plein de secteurs d'activité, c'est de développer finalement un système de notation ici de la performance d'un emballage du point de vue de la santé et de la sécurité et du point de vue de ses critères environnementaux, de sa démarche d'éco-conception. Donc, c'est de partir sur les mêmes bases, d'avoir les mêmes critères pour tout le monde, puis après ça, de voir qui performe mieux selon tel ou tel critère. Ça, c'est intéressant comme approche à réfléchir. Donc, l'éco-conception, pourquoi le faire? Bien, c'est d'abord remettre en question ce qu'on fait. Est-ce qu'on le fait bien? Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut faire autrement? Éliminer ce qui n'est pas nécessaire, réduire l'utilisation de plastique dans les emballages quand on est capable de penser vers d'autres alternatives ou choisir des résines plastiques les plus recyclables et recyclées et augmenter la recyclabilité et l'utilisation de matières recyclées dans nos emballages. Je vous donne quelques petites perspectives d'avenir. Encore une fois, c'est un exemple ici dans l'alimentaire, dans la restauration rapide. C'est un exemple qui vient des États-Unis, mais c'est simplement pour expliquer que dans ce coin de pays aux États-Unis, ce qu'ils ont réfléchi, ce sont des emballages pour la restauration rapide et le take-out qui seraient les mêmes pour plusieurs restaurateurs. Donc, dans ce cas-ci, on a un emballage qui est plus rigide, qui pourrait être récupéré, nettoyé, décontaminé et réutilisé. Donc, ce qu'on vise à faire ici, c'est tenter de réduire l'emballage à usage unique de courte vie. Donc, penser collectivement. Ici, ce que je trouve intéressant, à gauche, c'est une innovation québécoise où on a développé un aluminium qui serait résistant au virus et reste à savoir si cet aluminium-là est résistant à la COVID, chose qui n'a pas encore été testée. Mais je soulève à droite une innovation qui a été faite chez Cascade il y a quelques années et qui était très avant-gardiste. Ce sont des papiers qui permettaient de désinfecter les mains, mais ce n'était pas très bien compris là, du consommateur à l'époque. Donc, il est arrivé toute forme d'histoire autour de ça, mais ce type d'innovation-là au niveau des papiers et des emballages pourrait revenir là, avec la situation dans laquelle on est actuellement avec la crise sanitaire. Un autre exemple ici d'une entreprise qui a développé un masque. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un Fab Lab. Donc, on est dans l'innovation qui est ouverte. Ce masque-là pourrait être fait de différents amalgames de matériaux. On parle de prototypage rapide et d'impression 3D, donc on élimine presque totalement les déchets. Et quand on conçoit ce masque-là, bien, on conçoit un emballage qui permet de ranger le sac une fois souillé avant la prochaine réutilisation. Donc, un emballage qui n'est pas seulement pour la vente, mais qui va accompagner le produit toute sa vie durant.
Et je termine avec une inspiration que je trouve fort intéressante, une petite boîte de design industriel montréalaise qui s'appelle 10 au carré. Et à droite, vous avez l'image de Valérie Plante et de Félix Marzel, qui est le fondateur de cette petite boîte-là, qui récemment a développé une initiative, entre autres avec le CLD, si je ne me trompe pas d'acronyme, du centre-ville de Montréal. Donc, on parle des artères là, comme Sainte-Catherine. L'objectif ici, c'est de faire du traçage au sol et de proposer un mobilier à faible coût avec une distanciation sociale qui respecte ce que la santé publique nous demande. Donc, on sait que vous allez réouvrir vos commerces. On sait que sur des artères comme Sainte-Catherine, il va y avoir beaucoup de va-et-vient. Donc, comment rendre l'expérience d'attente et de magasinage plus intéressante que de se retrouver à faire la file avec des lignes faites avec la canne de peinture au sol ou avec des morceaux de tête de façon approximative. Et c'est probablement une situation qui est là pour demeurer, cette forme de distanciation sociale-là. Donc, pourquoi pas avoir un marquage au sol qui est intéressant et qui finalement rend le tout plus positif. Et cette démarche-là de 10 au carré, elle est faite, évidemment, sachant très bien que vos poches ne sont pas profondes, donc ce sont de petits coûts, de petites sommes. Et ce que 10 au carré fait avant de proposer à des commerçants le marquage et l'installation de mobilier, ils vont vraiment faire une observation de votre clientèle, de l'achalandage, de ce qui se passe sur votre petite bout de rue et vous travaillez avec vous une solution. Il y a d'autres initiatives qui sont possibles de ce sens-là, mais comme je vous dis, c'est vraiment le changement de comportement qui va devoir se faire et tout ça va amener des changements et des transformations au niveau de l'emballage. Alors, je termine en vous disant que, comme Françoise l'a mentionné, on est une petite équipe de 4 à travailler, à accompagner les entreprises au niveau de l'éco-conception d'emballage. Donc, si vous avez des questions ou des besoins, contactez-nous, ça va nous faire plaisir de soit répondre à vos questions ou de faire plus avec vous, dépendant de vos besoins. On s'ajuste vraiment. Alors, je termine avec une citation d'Albert Einstein qui dit qu'on ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. Alors, c'est vraiment important de se réinventer, mais aussi, il faut quand même faire attention de ne pas tomber dans des pièges. Ce ne sont pas toutes les pistes de solutions qu'on explore actuellement qui sont pertinentes. Il faut être critique quand même, mais il faut vraiment s'ouvrir à ça. Donc, merci Geneviève. Écoutez, je pense qu'on a beaucoup de nouvelles informations sur ce qui se dessine à l'horizon. Donc, je pense que c'est intéressant de suivre et j'imagine qu'Éco-entreprise Québec va être très occupée avec toute la modernisation de la collecte sélective en plus et toute la révolution qu'on voit au niveau des emballages. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de pain sur la planche. Puis je pense que les entreprises vont devoir effectivement être très alertes sur ce qui s'en vient en termes de nouveautés et tout ça. On est prêt, je crois, à débuter la période de questions. Je vois qu'il y a beaucoup de questions en lien avec est-ce que la présentation va être accessible. Donc, oui, l'enregistrement de la présentation vous sera transmis à tous les participants ainsi que le contenu. Hein, Geneviève, tu me confirmes que c'est possible de transmettre la version PDF de la présentation. Donc, on pourra vous transmettre après le webinaire. Donc, peut-être, Vanessa, y aller avec les premières questions. Oui, tout à fait. Je vois déjà une main qui s'est levée, donc je vais tout de suite activer le micro de la personne qui a levé la main, Sarah Courcel. Alors, j'active votre micro. Hop. Oui, parfait, on vous entend. Juste activez votre micro de votre côté, puis ça va fonctionner. OK, bon, là, ça fonctionne, je crois. Oui. Oui, bon, bonjour, je suis Sarah Courcel du Réseau des femmes en environnement. Tout d'abord, je vais vous dire, c'était vraiment très intéressant la présentation. J'avais une question à savoir si au courant de vos recherches, vous avez rencontré des études, des travaux qui démontraient qu'il y a une fausse perception au niveau des consommateurs qu'un objet qui serait jetable serait moins
susceptibles de transporter les virus et tout ça. Donc, il y a cette fausse perception du citoyen, bref, qui dit qu'avec une tasse réutilisable ou une gourde d'eau réutilisable, c'est plus dangereux que si on se va dans un commerce que d'avoir que du jetable. Donc, tous les commerçants là, qui se sont mis à refuser justement les tasses de l'extérieur et tout ça, parce qu'on sait, bien, on a entendu que en fait, il y a beaucoup de manipulations finalement avec ces objets-là qui sont jetables, qui vont être transportés, qui vont être mis sur une tablette. Il y a des gens qui vont se passer à côté de ces produits-là dans un magasin, qui sont susceptibles de le contaminer, versus la tasse qu'on amène de la maison, qu'on a lavée à la maison et qu'on dépose pour être remplie d'un breuvage ou tout autre type de contenant auquel on pourrait penser là, dans un contexte comme celui-là. Je ne sais pas si vous avez vu des études, si vous êtes au courant qu'il y en a qui sont en cours. Est-ce qu'il va y avoir des informations un petit peu plus vérifiées à ce propos-là? Bien, j'ai pas vu d'études, puis je pense pas qu'on est encore rendu à monter des études là-dessus. Moi, pour écouter énormément la radio publique, c'est surtout en ce moment les médecins Carl Weiss, entre autres, de l'Hôpital Juif de Montréal, qui mentionnaient qu'ils ne sont pas certains en ce moment que les surfaces sont un vecteur de contamination au même titre qu'on parle des petites, finalement, des postillons et de tout ce qui pourrait se retrouver dans l'air quand on est à proximité d'une personne. Mais ils ne sont pas capables non plus de dire que la surface pourrait pas être un vecteur de contamination. Ce qu'on sait, c'est que dépendant du matériau, le virus, s'il est là, il va rester plus longtemps sur certaines surfaces que sur d'autres. Par contre, quand on parle de papier carton, c'est une surface poreuse. C'est la raison pour laquelle le plastique, là, c'est une barrière et qui conserve entre autres l'humidité. Bien, le carton va avoir tendance à faire mourir le virus comme il va avoir tendance à assécher beaucoup de choses, alors que le plastique pourrait le garder plus longtemps. L'enjeu, là, actuellement, c'est pas tant de dire que la tasse réutilisable risque d'avoir plus la COVID sur la tasse que sur une tasse à usage unique, mais c'est que quand tu rentres chez Starbucks ou chez McDonald's ou chez Tim Hortons pour faire remplir ta tasse, c'est que l'employé doit manipuler ta tasse. Actuellement, ce qu'on veut, c'est ne pas manipuler ce qui vient de la maison des gens, ne sachant pas si cette personne-là peut être malade, ne sachant pas si cette personne-là a bien nettoyé sa tasse. On ne se serre pas la main actuellement, on garde une distanciation. Donc, ce qu'on veut éviter en ce moment, c'est de manipuler des produits. On parle même actuellement, quand on reçoit des gens à la maison, de rester à l'extérieur et que si on a des plats à partager, que c'est une personne qui doit servir tout le monde, bien, c'est un petit peu le problème actuellement, c'est que les détaillants sont frileux, ils ne veulent pas augmenter le risque de peut-être faire rentrer davantage le virus dans le magasin, mais je n'ai pas encore vu d'études à cet effet-là. Mais c'est vraiment c'est le comportement. Si on se servait soi-même son café, probablement que ce serait plus toléré, comme moi j'ai entendu que certaines bannières dans l'épicerie qui avaient complètement éliminé les sacs de plastique, moi je les ai toutes testées dans mon coin et j'en ai qui les acceptent et j'en ai qui m'ont dit si tu prends tes sacs, tu emballes toi-même parce qu'on ne veut pas toucher à tes sacs. Donc c'est ça la nuance qu'il faut amener. Puis pour ce qui est du vrac, bien, comme je donnais les exemples, il faut vraiment travailler sur la réduction des manipulations parce que, oubliez la COVID, là, il peut y avoir la gastro, il peut y avoir la grippe, il peut y avoir d'autres formes de virus qu'on peut attraper. Mais en ce moment, la COVID est un révélateur de toute forme de virus ou de contamination invisible qu'on ne voit pas. Mais je n'ai pas encore vu d'études. Si j'en vois, ça va me faire plaisir là, de les partager avec le CQCD si vous suivez le CQCD. Merci. Plaisir. Parfait. Alors, j'ai une question de Nicolas Chevalier. Est-ce que la fenêtre sur les emballages de carton est vraiment problématique au niveau technique pour le recyclage ou est-ce que c'est parce que ça apporte de la confusion chez le consommateur qui se demande si l'emballage est recyclable ou non à cause de cette fenêtre? Ben oui, c'est ces deux réponses-là en fait. Oui, le consommateur... Écoutez, il y a des gens qui pensent que si un emballage a contenu un aliment, il est déjà souillé. Puis un emballage alimentaire peut absolument être mis dans le bac de recyclage. On parle de rincer sommairement. Donc, déjà, le consommateur peut être confus quand il y a une fenêtre. Il y a déjà un message ici qui n'est pas tout à fait clair au niveau du consommateur. Pour ce qui est du recyclage, c'est que quand je montrais l'exemple de la boîte chez Barilla, bien,
ça va être envoyé chez un recycleur de papier carton. Donc, ce recycleur papier carton, ce qu'il souhaite avoir, c'est du papier carton. Donc, le plastique va devoir être retiré et ça devient un contaminant. Donc, c'est sûr que la fenêtre, si elle amène rien au niveau de l'expérience, elle peut être éliminée parce que surtout sur l'exemple de Barilla, on la dessine la pâte. Là. On a une photo. Donc, la fenêtre qui était très petite n'amenait pas nécessairement plus d'informations sur le produit. Donc, c'est surtout que c'est un contaminant. Donc, ça devient un rejet. Donc, ce n'est pas 100% de l'emballage à ce moment-là qui va être recyclé. OK. Parfait, merci. Est-ce que le sac réutilisable est refusé dans certaines épiceries, les contenants pour le vrac aussi? Alors, comment la solution de Nestlé serait applicable? Bien, la solution de Nestlé, en fait, comme je le mentionnais, puis je n'ai pas tout vu la technologie parce que je vous dirais, puis Fabien Durif, je sais que vous l'avez invité, puis lui a beaucoup plus suivi le commerce en vrac à travers le monde que moi, mais ce sont des technologies. Ce n'est pas juste un silo, puis on doit manipuler. C'est vraiment, il va y avoir de l'informatique dans ces systèmes-là. Donc, on vient peut-être choisir la quantité de produits qu'on a et on met notre contenant en dessous. Donc, il n'y a personne qui manipule son contenant à part soi et le produit est versé directement dans le contenant. Ce qui arrive actuellement chez des bulk and burn ou chez d'autres produits en vrac, on a des chaudières, on doit se servir soi-même. Il y a beaucoup de produits qui sont exposés à la lumière, les cheveux, la salive et autres. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est de préserver le produit, mais de le vendre sans emballage. Donc, ça va être de revoir la distribution de ces produits-là. Ils vont être livrés comment pour être mis dans des silos et ensuite de ça, quel emballage va utiliser le consommateur. Mais dans le cas de Nestlé, il n'y a pas de contamination qui se fait comme le produit est vraiment préservé. Je pourrais même, si vous le souhaitez, là, vous envoyer l'article complet là, qui expliquait un petit peu la démarche qui se fait en cours en Suisse. Y avait-il un autre élément dans la question? Ah, les sacs d'emplettes. Bien, les sacs d'emplettes, là, c'est à la discrétion des détaillants de décider ce qu'ils font. Moi, je vous dirais où est-ce que je demeure. Je n'ai pas eu à garder mes sacs avec moi. J'ai pu utiliser mes sacs, peu importe où j'allais. Donc... Parfait. J'ai une question dans le chat. Est-ce que le PLA numéro 7 est compostable ou recyclable? Puisqu'une compagnie québécoise a réussi à traiter le polyester, pourquoi est-ce que ce n'est pas développé pour le reste du Québec? D'abord, le PLA, c'est un matériau qui est problématique dans la collecte sélective parce qu'on en trouve très peu. C'est un matériau qui rapidement va contaminer le plastique numéro 1 qui est du PET. Puis, je corrige, le PLA n'est pas nécessairement du numéro 7. Du numéro 7, ça peut être tout et n'importe quoi. En fait, le PLA n'a pas son propre numéro. Et le PLA, il est aussi un rejet dans presque 100% des plateformes de compostage actuellement. Même s'il y a des plateformes qui disent l'accepter, je suis en pourparlers avec la Société d'État chez Recyc Québec. On a posé des questions aux plateformes, puis dans le mandat qu'on a donné, nous, à des experts, c'est ce qu'on cherche à savoir. Mais actuellement, le PLA, c'est un contaminant. Oui, c'est un plastique qui est biosourcé. On a peu d'informations sur la façon dont ce plastique-là a été fabriqué, même s'il est biosourcé. Et il faut se poser la question quand on fait une substitution de matériaux pour un emballage. Si on substitue un matériau juste parce qu'on a le goût de faire un changement de matériau, mais qu'on n'allonge pas la durée de vie de notre produit ou qu'il n'est pas mieux protégé ou que c'est plus intéressant au niveau de l'expérience utilisateur, la substitution matérielle est à éviter. Il faut faire attention à ça. Parfait. Une question un peu plus longue, celle-ci. Alors, avec le refus grandissant d'utiliser des emballages plastiques, on sent une recrudescence des bioplastiques, compostables ou pas. Avec votre étude en cours sur les critères d'acceptation de ces contenants en site de compostage, Biomet, comment comptez-vous faire appliquer de nouvelles normes aux fabricants et fournisseurs qui profitent de cette peur des plastiques pour vendre des produits pas toujours meilleurs pour l'environnement? Bien, d'abord, nous, on a commencé à avoir une discussion et un échange avec les fabricants d'emballage sur cet enjeu-là. Puis il faut comprendre que c'est très culturel. En Europe, quand une entreprise cherche à faire un changement d'emballage, ils vont surtout se retourner vers des centres de recherche, vers des experts avant d'aller voir le fournisseur d'emballage. Ici, on se retourne beaucoup vers le fournisseur qui, lui, peut avoir un emballage certifié compostable, mais il n'est pas allé vérifier sur la plateforme de compostage si l'emballage se compostait réellement. Donc, on a déjà amorcé cette discussion-là.
Et Françoise le mentionnait, il y a une annonce qui a été faite au début de l'année de modernisation de la collecte sélective. Au début de l'année, oui, je suis un peu mêlée là, dans les dates. Dans le fond, avec cette transformation-là de la collecte sélective, nous, on a une évolution tarifaire à faire. On a des critères d'éco-modulation à amener et l'objectif, c'est de favoriser les emballages qui sont bons pour le produit, bien reçus dans le système et recyclables et recyclés. Donc, les bioplastiques vont être scrutés au même titre que d'autres formes d'emballage. Je pense au PVC, qui est une des résines qu'on souhaite voir disparaître là, dans le secteur de l'emballage. Donc, tranquillement, pas vite, les fabricants d'emballage vont devoir suivre ce qui se passe au niveau des travaux de la modernisation pour pouvoir s'ajuster parce que ce qu'on voit dans les juridictions, entre autres en Europe, où on a CEVI, il y a même certains types d'emballages biodégradables ou oxodégradables qui sont bannis. Il y a des malus même chez les éco-organismes, entre autres chez Citeo ou chez FosPlus en Belgique. Donc, c'est ce qu'on regarde à faire éventuellement pour s'assurer que les entreprises font les bons choix. Puis quand il n'y a pas personne de malhonnête dans tout ça, c'est vraiment un système qui est en transformation, mais il faut comprendre que la filière des matières putrescibles, son mot le dit, c'est de valoriser un résidu alimentaire ou un résidu vert. C'est vraiment pas une filière qui a été réfléchie pour recevoir des emballages d'abord et avant tout. Donc, il y a une réflexion qui s'amorce de ce côté-là. Merci. Une autre question, que pensez-vous de l'utilisation du terme biodégradable quand on parle d'emballage? Que signifie-t-il réellement? Une biodégradation, c'est un procédé de dégradation biologique qui va être fait selon certaines conditions. Un emballage biodégradable peut l'être parce qu'on y a mis des additifs ou parce qu'on va le mettre dans un système qui va favoriser sa biodégradation. Il y a quelqu'un qui mentionnait tout à l'heure la biométhanisation, où l'objectif, c'est de transformer un matériau en gaz et d'aller récupérer finalement la valeur de ce gaz-là. Même si le PLA peut se biométhaniser, ce qu'il faut regarder du côté de la biométhanisation, c'est quoi les matériaux qui ont le plus de valeur du côté de la biométhanisation. C'est comme quand on parle de valorisation énergétique, de brûler certains matériaux. Certains ont un apport calorifique supérieur à d'autres. Donc, il ne faut pas dire on va brûler tout et n'importe quoi. Il faut y aller avec ce qui a le plus de valeur. Donc, c'est la même chose de ce côté-là. Biodégradabilité, c'est comme compostabilité. Ce sont des normes qui font des tests avec des protocoles, souvent en laboratoire. Mais quand on arrive sur les plateformes de compostage, les délais ou les traitements des matériaux ne sont pas exactement les mêmes que dans le protocole de laboratoire. Donc, ce n'est pas que la norme n'est pas bonne, c'est qu'il y a un écart entre la norme et les infrastructures et la réalité, finalement. Parfait. Alors, beaucoup d'emballages plastiques sont remplacés par le verre, mais est-ce vraiment une meilleure solution? Chaque emballage, chaque matériau a son profil environnemental. C'est sûr qu'un emballage en verre, dépendant où il est fabriqué, parce que c'est une question aussi qu'on peut se poser, on a un fabricant de contenants en verre au Québec, mais qui ne peut pas approvisionner toutes les entreprises qui utilisent des contenants en verre au Québec ou au Canada. Donc déjà, si le contenant vient de l'international, on parle d'un transport et d'une empreinte environnementale qui peut être plus élevée. Un contenant en verre va consommer beaucoup plus d'énergie au niveau de sa mise en forme et va nécessairement être plus lourd pour répondre aux mêmes fonctions qu'un emballage plastique ou carton en termes de résistance là, et de sécurité. Mais c'est un matériau qui est inerte. C'est un matériau qui est recyclable à l'infini. C'est un matériau qui, même s'il est abandonné dans l'environnement, a moins d'effets néfastes qu'un plastique, par exemple. Donc, c'est une question de gestion de compromis. Quand on fait le choix d'aller vers le verre, il faut regarder qu'est-ce qu'on utilisait avant et c'est quoi notre produit. Tout est fait selon le contexte dans lequel on s'inscrit. C'est qui notre consommateur? C'est quoi notre produit? Qu'est-ce qu'on fait avec le contenant en verre aussi en fin de vie? Parfait, merci. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant dans le question-réponse, dans le chat non plus. Je n'ai pas de main qui se lève, on peut attendre peut-être quelques secondes de plus. Alors, je pense que Geneviève a répondu à toutes les questions. Merci beaucoup, Geneviève. Oh, attendez, une petite main qui s'est levée entre-temps. Je vais laisser la parole à Chloé Michal.
Alors, c'est parfait. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, bonjour. Donc, je suis Chloé Michel, je fais aussi partie du réseau des femmes en environnement. J'ai vu que Sarah était intervenue. En fait, je veux rebondir plus ou moins sur des questions sur zéro déchet, parce que moi, j'ai eu la chance de vous écouter dans le cours de gestion et développement durable au mois de décembre. Et en fait, vous parliez déjà des enjeux un peu des emballages, surtout dans les épiceries en vrac. Mais est-ce que vous êtes en relation avec l'association Zéro Déchet pour pousser ça? Parce qu'à l'heure actuelle, que ce soit Bulk Barn ou que ce soit locaux ou les épiceries comme ça, c'est pas du tout ça qui est mis en avant. C'est vraiment les bacs qu'on ouvre. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, je vous entends, Oui. je m'excuse, il y a eu comme certains petits glitches, Ah. mais je pense que votre question, c'est de voir si on est en relation avec ce type de commerce zéro déchet pour les aider à passer de ce qu'ils offrent actuellement comme système pour aller un peu plus loin avec les exemples que j'ai présentés. Absolument. En fait, on a eu quelques échanges avec certains commerces zéro déchet. On est beaucoup, en fait, on fait beaucoup de webinaires, donc on invite les gens à nous contacter, mais on est plus dans recevoir ceux qui veulent de l'accompagnement que d'aller toujours à la rencontre parce qu'on est seulement 4 là, pour accompagner toutes les entreprises. Puis je vous dirais qu'on a quand même plusieurs entreprises qui nous contactent, là, malgré la situation actuelle, là, ça bouge beaucoup. Mais je vous dirais que on a aussi des échanges avec les groupes environnementaux qui comprennent aussi les mêmes, qui ont certaines préoccupations comme nous, parce que quand vous le mentionnez, zéro déchet, là, ça veut aussi dire zéro perte produit, zéro gaspillage alimentaire. Donc, il y a une réflexion à faire de ce côté-là, mais comment je pourrais dire? C'est nouveau, hein? C'est dans les dernières années qu'on a commencé à avoir des petits commerces zéro déchet prendre place. Le mouvement va prendre de la maturité. Nous, on essaie d'être très objectif quand on amène cette réflexion-là pour que ce soit pertinent. Et c'est sûr que je pense qu'il va falloir continuer de faire des rapprochements et des discussions parce que des fois, c'est difficile. Comme je parlais tantôt, un emballage compostable, on va le voir comme vertueux, on va lui donner des attributs positifs. On trouve ça plate quand un emballage compostable n'est pas composté. Bien, tu sais, dans le vrac, il y a aussi cette fragilité-là où on n'aime pas se faire dire qu'on génère un déchet ou qu'on n'est pas 100% parfait. Il y en a certains qui acceptent plus d'ouvrir leur livre et d'expliquer quels sont les problèmes. Nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est des observations en magasin. Et j'ai des gens que je connais qui consommaient du lait en vrac chez certains commerçants qui ont arrêté de le faire parce qu'il y avait trop de pertes de produits. Hein, le lait, ça s'oxyde en présence de lumière, encore une fois. Donc, si la rotation ne se faisait pas, on perdait trop de produits. Donc, je sais qu'il y en a qui s'ajustent, mais il faudrait aussi que ces commerçants-là communiquent davantage sur ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien pour qu'on puisse travailler avec eux des pistes de solutions pour améliorer et renforcer tout ça. J'avais une autre partie de ma question tout à l'heure qui n'a pas été répondue, puis c'est vraiment là-dessus aussi, c'est sur les emballages jetables ou autres. On sait que maintenant qu'il y a une entreprise qui est capable de retraiter le polystyrène, donc comment ça se fait que ce n'est pas plus poussé? Parce que on sait que dans les analyses de cycle de vie, c'est presque ce qui a le moins d'impact versus, par exemple, le compostable. Donc, pourquoi ce n'est pas plus poussé? Je vous dirais que c'est peut-être pas venu à vos oreilles, mais moi, ça fait 10 ans que je suis chez Éco-entreprise Québec, puis ça fait 10 ans qu'on a des projets pour recycler le polystyrène. On a tenté de le densifier. Il faut comprendre que le polystyrène, c'est à peu près 95 d'air pour 5 de matériaux. Donc, c'est léger. Transporter une vanne de polystyrène, c'est comme transporter une vanne vide. Donc, ça coûte très cher au niveau du transport de ce matériau-là. C'est aussi un matériau qui est électrostatique. Donc, c'est un matériau qui reste humide et qui attire tous les contaminants. Donc, c'est un matériau qui devient sale. Donc, il faut le nettoyer. Mais oui, il y a des polystyrènes, d'ailleurs, qui ont des appuis pour dépolymériser le polystyrène, comme il y a des Loop Industries et il y a des Powerwave qui travaillent aussi sur des solutions de recyclage moléculaire et chimique. Donc, ça, c'est une tendance qui va venir aider le recyclage mécanique à aller plus loin dans le recyclage des polymères, mais c'est vraiment un enjeu de densifier le gisement, là, comme je vous dis, de concentrer la quantité de polystyrène et de la transporter. S'il fallait envoyer tout le polystyrène du Québec chez Polystyver à Montréal, là, vous verriez là, les quantités de gaz à effet de serre augmenter juste pour le transport du matériau. Donc, c'est là aussi où le bas blesse. Merci beaucoup. Parfait. Je n'ai pas d'autres questions.
Si jamais j'en reçois, Geneviève, ça me fera plaisir de vous les transférer pour pouvoir y répondre directement aux participants. Je vais laisser la parole à Françoise. Oui, donc merci infiniment, Geneviève. Je pense que tu nous as un peu pisté sur les bouleversements qu'on risque de voir, en tout cas du moins les ajustements qui vont se faire au niveau des emballages. J'en profite pour peut-être vous informer pour ceux qui seraient intéressés. Le Conseil québécois du commerce de détail va tenir un webinaire le 8 juillet prochain à 10 h, de 10 h à 11 h, avec notamment Cascade et Poste Canada. Donc, on va traiter de logistique, de livraison et d'emballage aussi. Donc, tout ce qui est relié au niveau du transport. Donc, on l'a mentionné, il y a une augmentation fulgurante des achats en ligne. Donc, si ne veut pas, ça crée beaucoup de questionnements au niveau des emballages de transport. Puis je trouve ça intéressant, Geneviève, ce que tu as amené comme exemple au niveau de la Finlande et tout ça. Donc, j'imagine qu'on va voir une évolution beaucoup de ce côté-là aussi. Peut-être tout simplement vous informer qu'au même moment où on tenait notre webinaire, il y avait une conférence de presse qui se donnait à 10 h ce matin avec le ministre de l'Économie et le panier bleu. Donc, il y a des nouvelles qui, semble-t-il, qui doivent être annoncées, là, qui sont annoncées actuellement relativement à des changements en tout cas, importants au niveau du panier bleu. Donc, ceux qui sont intéressés par tout ce qui est l'achat local et commerce de proximité, là, il y aura peut-être des éléments intéressants qui vont toucher le commerce de détail qui vont être annoncés. Donc, j'en profite pour vous en faire part. Et peut-être en terminant, Geneviève t'a demandé si tu avais un ou deux conseils à donner aux détaillants par rapport à leurs emballages actuellement. Qu'est-ce que tu leur recommanderais de faire? D'abord, de prendre une grande respiration, là, de ne pas se sentir... l'emballage, il faut le réfléchir en même temps qu'on veut transformer notre produit puis notre modèle d'affaires, mais pour tous les détaillants, l'emballage est à géométrie variable. Ce n'est pas tout le monde qui en a la même quantité à gérer, tout ça. Et moi, vraiment, ce que j'encourage le plus possible, puis je le vois, puis c'est un peu la voie à suivre, c'est la collaboration, la co-création, puis l'innovation ouverte. Donc, quand on parle d'emballage, ce que les commerçants cherchent à faire, c'est vendre leurs produits. Donc, est-ce qu'on peut faire des efforts d'emballage concertés? Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Est-ce qu'on peut même faire des choix d'emballage similaires? Puis après ça, se distinguer parce que notre produit se distingue de notre voisin parce que nous, il est bleu puis l'autre, il est rouge. Mais vraiment, j'invite l'industrie à travailler ensemble parce que c'est un coût l'emballage, c'est un investissement et c'est une dépense. Et si on veut penser pouvoir réduire ces coûts-là, pas seulement là, ce qu'ils doivent déclarer chez nous, bien, le travail doit se faire de façon davantage concertée et je le sens que l'industrie a le goût de le faire. Donc, c'est le message que je lance. Et ça, c'est surtout en lien avec les commerçants qui sont détenteurs de leur marque de commerce ou qui contrôlent la portion des emballages. Mais si tu avais à t'adresser à des détaillants qui qui sont pas détenteurs de marque et qui ne font que tout simplement transiter les produits vers les consommateurs, qu'est-ce que tu leur recommanderais de faire? Bien, de regarder beaucoup l'emballage. Je pense que ça va être le sujet de votre prochain webinaire, l'emballage de logistique et de distribution, voir qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là. Puis, même quand on est un détaillant, on a la possibilité aussi d'établir un dialogue avec les produits qu'on vend, les entreprises de ces produits-là, et de voir avec elles quel genre de changement d'emballage on peut faire. Parce que si on est un détaillant qui souhaite justement avoir moins d'emballage ou favoriser un contenu recyclé dans les emballages des produits qu'on vend, bien, le travail doit se faire avec les manufacturiers de ces produits-là qu'on offre. Donc, c'est vraiment de travailler et de se fixer un échéancier, là, de ne pas penser que c'est des choses qui peuvent être faites du jour au lendemain, surtout là, avec l'enjeu actuel où je parlais d'interdépendance des marchés. Là, tout le monde voulait se mettre à faire de l'alcool désinfectant pour les mains, puis là, on commençait à avoir des ruptures de stock au niveau des ingrédients. Donc, c'est de prendre le temps. Puis, de ne pas hésiter à nous contacter s'ils veulent mettre en place des fois ce que nous, on appelle des tables de concertation ou si un secteur d'activité voulait travailler ensemble ou certains commerçants qui sont proches, mais qui veulent mettre ensemble une initiative commune, de ne pas hésiter à nous aider, à nous communiquer s'ils veulent qu'on les aide aussi de ce côté-là. Mais c'est de parler, c'est de communiquer. On n'aura jamais été aussi distancés, mais il faut se parler encore plus. Oui, Donc, oui.
Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, Vanessa, je pense que ça va mettre fin. C'est beau. Donc, je pense que ça met fin à notre webinaire. Donc, on va vous suivre de très près, Geneviève, du côté d'Éco-entreprises Québec. Concernant, je pense que les études d'ailleurs, du côté de tous les effets de la pandémie sur les emballages, je crois que c'est des études qui vont être bientôt publiées, si je ne me trompe. Il y a une troisième vague, là. Il y a une autre étape de sondage à ce qu'on me dit là, chez nous, aux communications. Donc, moi, ce que je comprends, c'est que c'est des choses qui doivent sortir plus tard, là, au cours de l'été ou peut-être au début de l'automne. Mais pour l'instant, ce n'était pas sorti. Donc, c'est pour ça que j'ai fait l'extraction des données pour la mettre dans la présentation. Là. Okay. Mais je n'ai pas de date. Il faudrait que je vérifie. Donc, on va suivre ça. Tout ce qui est sondage et diffusé à même notre propre réseau, là, des informations pour ceux qui sont intéressés à suivre davantage ce volet-là. Donc, merci Geneviève, merci Vanessa et bonne fin de journée à tous. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.